la plupart des mouvements nationalistes dans le monde, c'est l'idée que l'identité nationale, elle est construite. Elle est construite historiquement, elle est historiquement située, alors même que le contenu même des idéologies nationalistes proclame l'inverse. Donc par exemple, le nationalisme français, historiquement, va proclamer des choses comme l'idée que la France est une nation éternelle, qui a 2000 ans d'histoire, qui a toujours existé, et qui est jalonnée comme ça de grands héros. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le roman national en France. Il y a un sens où, quelque part, tout est cognitif. C'est-à-dire tout ce qu'on observe autour de nous résulte d'un phénomène cognitif. Le simple fait de la vision, par exemple, voilà, le fait de catégoriser tout le chaos de stimuli visuels qui nous arrivent en catégories bien ordonnées, ce sont des phénomènes cognitifs. Les chercheurs en cognition sociale, eux, s'intéressent à un certain type de stimuli qu'il y a dans notre environnement, qui sont les stimuli de nature sociale, donc qui concernent d'autres individus. Donc qu'est-ce qui fait que j'arrive à distinguer un visage d'un non-visage? Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à discerner certaines émotions par rapport à d'autres? Disons que la meilleure façon de décrire ma thèse, c'est on va dire en 2 étapes. Il y a une première étape qui est vraiment très très cognitive et qui consiste à étudier et mettre à jour les mécanismes cognitifs par lesquels des individus vont être classés comme appartenant à mon groupe versus à ce qu'on appelle souvent un out-group en anglais, donc les gens qui n'appartiennent pas à mon groupe. Donc là, il s'agit vraiment d'essayer de mettre à jour des mécanismes un peu abstraits par lesquels, sur la base d'éléments particuliers de son expérience de vie ou de ce qu'on voit autour de nous, on va commencer à classifier des gens selon des groupes. Donc typiquement, moi ce qui va m'intéresser, c'est les groupes ethniques et nationaux. Et du coup, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment ces mécanismes généraux s'appliquent dans ce mode d'appartenance de groupe très particulier, relativement nouveau à l'échelle historique en fait, qui est celui de l'identité nationale et de l'État-nation et du nationalisme. Alors, il y a une méthode, par exemple, qui est assez cool. C'est la méthode du Who Said What. Donc, en anglais, Who Said What, donc qui a dit quoi. Il consiste à tout simplement présenter, ça peut être des images ou genre des vidéos ou des scènes où on voit des individus qui varient selon tout un tas de catégories. Donc, les gens vont regarder ça et à la fin de tout ça, on va leur présenter toutes les personnes qu'elles ont vues en images et toutes les paroles qui ont été proférées, et on va leur demander, comme le nom du paradigme l'explique, who said what, donc qui a dit quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire des erreurs. Ils n'auront pas tout mémorisé, et ce qui va être intéressant d'analyser, c'est le type d'erreur qu'ils font. Donc typiquement, est-ce que, par exemple, ils vont plus avoir tendance à confondre 2 personnes du même sexe, ou 2 personnes ayant la même couleur de peau versus pas la même couleur de peau, le même accent versus pas le même accent. Et l'idée sous-jacente, c'est que plus, en fait, tu as confondu 2 individus partageant un même trait, plus ça veut dire que c'est une information qui a pesé dans ta façon d'analyser la situation. J'exploite ce genre de données pour essayer de faire un état des lieux des grands mécanismes cognitifs qui structurent, on va dire, la cognition humaine en général. Et mon travail ensuite, c'est plus d'essayer de tirer ça et d'essayer de l'appliquer à des mécanismes, à des phénomènes sociaux plus contemporains comme le nationalisme. Là, il faut introduire un concept qui s'appelle le concept d'interdépendance. Enfin, une façon très abstraite et un peu mathématique de le formaliser, c'est à quel point ce qui t'arrive, je le considère comme quelque chose qui m'arrive aussi. Donc à quel point quand t'es heureuse, ça me rend heureux aussi, ou à quel point quand tu souffres, moi aussi je souffre. Qu'est-ce qui va faire qu'on va donner un score d'interdépendance aux gens? Un des facteurs qui a été identifié par plusieurs études, c'est la durée de la relation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des données qui nous suggèrent que les gens sont capables d'attribuer un score, on va dire, d'interdépendance, non pas juste à des individus isolés, mais aussi à des groupes entiers. Donc je suis capable de dire je me sens interdépendant avec tous les gens de ma nation, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on pourrait expliquer l'importance du roman national dans le développement de l'identité nationale. Si on veut lutter contre l'exclusion, lutter contre le nationalisme, le cœur du combat, il va pas être sur le plan des idées, en fait.
Ça va pas être d'attaquer, de faire de la correction d'informations, par exemple, de lutter contre les mythes nationaux, contre les récits nationaux, et d'essayer d'enseigner une meilleure histoire, etc. Pour moi, c'est pas la clé, parce qu'en fait, ce dont j'ai l'impression, c'est surtout que tous ces discours-là, ces mythologies-là que le nationalisme crée, sont plus des manifestations stratégiques de motivation que les gens ont déjà. En fait, les gens sont d'abord nationalistes, puis ils créent ensuite ces récits-là pour essayer de consolider le nationalisme et d'essayer de convaincre les autres d'être tout aussi nationalisme que soi. Mais ça n'est que un symptôme. Pour corriger ces problèmes-là, il faut faire plus que s'attaquer aux symptômes et un peu aller à la racine de pourquoi, à la base même, les gens développent une volonté même de vouloir s'identifier à une identité un peu figée comme ça.